également. Voici le moment venu maintenant de vous présenter nos conférencières. Alors, Valérie Paquet a enseigné la biologie au Collège Montmorency de 2001 à 2007. Elle enseigne cette discipline au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue depuis 2010. Valérie est détentrice d'un baccalauréat en biologie de l'UQAM, d'une maîtrise en biologie de l'Université de Montréal et d'un diplôme d'études supérieures spécialisées, un DESS, en pédagogie de l'enseignement postsecondaire de l'UQAM. Quant à Mireille Ménard, elle a été psychologue de 1999 à 2003, puis enseignante en psychologie au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue de 2003 à 2023. Elle est maintenant conseillère pédagogique au plan de la réussite. Elle est REPCAR, REPSTAT, et elle est détentrice aussi d'un baccalauréat en psychologie de l'Université d'Ottawa et d'une maîtrise en psychologie de l'Université Laval. Elle a aussi suivi un programme court de deuxième cycle en hypnose thérapeutique de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Alors, bon webinaire, mesdames, messieurs. Alors, bonjour tout le monde. Il nous fait vraiment plaisir de vous rencontrer aujourd'hui puis de vous parler de notre projet de pédagogie de première session. Là, il va y avoir un échange de partage d'écran et voilà, et c'est ça. Fait que donc, on le disait, je m'appelle Mireille Ménard, je suis conseillère pédagogique, mais j'étais aussi à l'époque une des enseignantes qui était à la base de la création de cette communauté-là d'apprentissage avec ma collègue Valérie qui est présente aujourd'hui, qui va se représenter aussi un peu plus tard dans la présentation et avec notre cher Claude Lacasse qui, malheureusement, quand on le dit tantôt, est absente aujourd'hui. On veut positionner dès le départ que ce projet-là, il est né de l'initiative d'une direction adjointe aux études qui s'appelle Caroline Rioux, qui a eu l'idée, qu'on trouve novatrice, d'aller mettre ensemble des enseignants, des enseignantes pour parler de pédagogie de première session, mais surtout pour aller outiller leurs collègues dans cette optique-là, toujours dans l'idée de soutenir la transition de nos nouveaux étudiants qui arrivent en première session, première année. Là, je vais dire tout de suite faire la mention qu'on utilise pédagogie de première session, mais dans notre esprit, dans notre application, là, c'est la première année qu'on vise là, dans l'adaptation pédagogique pour les besoins de ces étudiants-là. Caroline aussi avait la vision de dire comment ce projet-là pourrait s'inscrire dans le développement d'une culture institutionnelle. Donc, l'idée, c'était pas seulement de faire un projet, mais également de tenter de contribuer, dans le fond, au développement de cette culture-là, de cet esprit-là de pédagogie de première session. Fait que ce qu'elle voulait, c'était un projet de profs qui parlent avec des profs, mais évidemment avec le soutien de toute une équipe, dont les conseillers pédagogiques qui vont soutenir, dans le fond, la réalisation de ce projet-là. Mon rôle comme conseillère pédagogique à la réussite, c'était vraiment de coordonner le projet. Puis comme j'ai le volet de coordonner le projet, on est correct, on va aller au plan de la rencontre et je vais continuer ce rôle-là. Mon rôle était de coordonner, mais je le faisais pas toute seule. J'avais aussi une adjointe administrative qui nous aidait à tout coordonner l'organisation du projet en tant que tel. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, on l'a dit d'entrée de jeu un peu tantôt, on va faire une simulation. Fait que nous, on voulait sortir du modèle où on allait faire une présentation théorique, puis après ça, une période de questions. Fait que ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va vous présenter le projet à l'intérieur d'une simulation d'un premier atelier de pédagogie de première session, tel qu'on les a vécus avec nos participants. Fait que ça, c'est la première partie de la présentation. Et après ça, on va prendre une période de questions, une ou deux questions peut-être sur justement le volet atelier du projet. Puis suite à ça, on revient sur notre grand objectif de contribuer au développement d'une culture de pédagogie de première session pour conclure et avoir à la fin une période peut-être plus approfondie de questions. Avant de faire la simulation, ce que je vais vous faire, c'est vous donner un aperçu général de ce que c'est notre projet. Fait que si, effectivement. Donc, il y a trois volets à notre projet. Le premier volet, j'en ai parlé un petit peu, c'est le volet des ateliers qu'on a animés dans un esprit de communauté d'apprentissage. Valérie va expliquer un peu tantôt quelle est la façon dont on animait ces ateliers-là.
Après ça, ce qu'on leur demandait, parce que notre objectif, c'était oui, on veut parler de pédagogie de première session, mais on aimerait que concrètement, sur le terrain, les professeurs puissent changer des choses puis que ça se répercute dans la classe. Donc, les participants devaient en parallèle travailler un projet pédagogique d'adaptation personnelle qui allait, dans le fond, amener à modifier certaines activités qui étaient faites dans leur classe. Et pour pouvoir faire ce projet-là, ben, ils avaient l'aide d'une conseillère pédagogique au soutien à l'enseignement. Je vous ai dit tantôt qu'on voulait développer une culture également. Fait qui dit culture va vouloir que ça sorte de nos ateliers en tant que tels. Fait qu'on a demandé à nos participants de créer ce que nous, on a appelé un produit de communication. Fait que dans le produit de communication, ils devaient faire un, un produit qui est court, qui est punché, qui va viser, dans le fond, à faire partager ces projets-là à l'ensemble de notre communauté. On vous donnera un exemple un peu plus tard dans notre atelier. Avant de commencer la simulation, je vais vous parler de la première étape qui était un appel de candidature. Fait que, dans le fond, ce qu'on cherchait, c'est des participants qui acceptaient avec une libération de 4 DCI, euh, qui voulaient participer à nos ateliers, faire leurs projets personnels, puis faire leurs produits de communication. Puis on cherchait à avoir des gens qui venaient de départements différents. Fait que ça, c'était bien important pour nous. On voulait essayer de toucher à le plus de départements possible. Après ça, on voulait toucher la formation générale, la formation spécifique. Puis aussi, nous, on a une réalité particulière. On est un cégep qui se déploie sur 3 campus. Donc, on a un campus à Rouyn-Noranda, on a un campus à Val-d'Or, puis on a un campus à Amos. Donc, on avait aussi le souci que les candidats qui étaient retenus ben, puissent représenter cette diversité-là. Les gens faisaient une lettre de motivation dans laquelle ils expliquaient un peu sur quoi ils aimeraient travailler et c'est Caroline, qui était la gestionnaire associée, qui, suite à l'analyse de ces demandes-là, donc décidait de qui allait pouvoir participer. Fait que la participation, c'est sur une session et bien évidemment, cet appel de candidature-là devait se faire avant l'attribution des tâches. Ce qui nous amène maintenant à la prochaine étape, qui est de vivre ensemble cette simulation-là d'un atelier. Et je vais maintenant transférer la parole à ma collègue Valérie. Merci beaucoup, Mireille. Bonjour tout le monde. Alors, ça me fait bien plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour animer, comme Mireille le disait, une simulation d'un atelier qu'on a vécu dans le cadre de ce projet-là. Alors, je m'appelle Valérie Paquet, je suis enseignante en biologie au campus de Val-d'Or et je vais demander aux candidats, donc les personnes qui ont été sélectionnées pour cette session, pour participer au projet, de se présenter, de nommer leur nom, le campus, département dans lequel ils travaillent, le campus où ils travaillent, ainsi que le projet. Comme Mireille vous l'a expliqué, donc chaque enseignant travaille sur un projet pédagogique. Donc, très rapidement, nous expliquer sur le projet sur lequel il souhaite travailler. Alors, je passe la parole à Laurier. Oui, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Laurier Delos Barba. J'enseigne au campus de Rouyn-Noranda les mathématiques. Et mon projet s'intitulait très brièvement le Outiller l'étudiant dans son métier d'apprenant. Je m'adressais particulièrement aux étudiants des programmes techniques. Merci, Laurier. Sandra. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sandra Vizier, je suis enseignante en soins préhospitaliers d'urgence au Cégep de Val-d'Or. Mon projet à moi a été construit de manière à développer la communication chez les étudiants et d'apporter ce projet-là en dehors d'un milieu collégial. Merci, Sandra. Marie-Ève Charbonneau. Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Marie-Ève Charbonneau et j'enseigne au département de psychologie au campus de Rouyn-Noranda. Et mon projet s'intitulait Dans l'univers de la recherche documentaire en tremplin deck. Merci, Marie-Ève. Et une autre Marie-Ève. Alors, je m'appelle Marie-Ève Dionne. Moi, j'enseigne les soins infirmiers au campus de Val-d'Or. Et mon projet, c'était de rendre la présentation du plan de cours dynamique et intéressante pour l'enseignant, mais surtout les étudiants.
Merci à vous quatre. Donc, ensemble, nous formons maintenant cette nouvelle équipe dans le cadre donc, de notre notre communauté d'apprentissage de pédagogie de première session. Alors, pour l'atelier d'aujourd'hui, je vais tout d'abord vous expliquer de quelle façon on va procéder. Alors, nous aurons 10 rencontres ensemble pendant la session. Des rencontres que nous ferons évidemment sur Teams parce que nous sommes tous sur des campus différents. Alors, je vous ai préparé un calendrier de notre session. Alors, les 10 ateliers, donc vous les voyez ici, qui porteront sur différents thèmes. Par exemple, la relation pédagogique, la motivation, l'engagement, la diversité des étudiants. Donc, on a différents thèmes qu'on va aborder ensemble. Et comme vous le savez, ben, vous allez travailler sur un projet, donc vous allez développer le projet pédagogique que vous venez de nous nommer. Et pour vous permettre donc d'avancer ce projet-là, vous aurez pendant la session 4 semaines où il n'y aura pas d'atelier. Donc, les semaines où il y a des ateliers, ben, vous avez un 2 heures d'atelier et le 2 heures, le 2 heures, l'autre 2 heures pour lequel vous êtes libéré, vous pouvez évidemment travailler sur votre projet. Mais pendant la session, il y aura 4 semaines où il n'y aura pas d'atelier et ça vous permettra de faire avancer ce projet-là et de faire des rencontres individuelles aussi avec la conseillère pédagogique qui va venir en soutien donc à notre communauté pour vous aider donc dans le développement de votre projet. Vous avez reçu un cartable? Alors, le cartable que vous avez reçu rassemble plusieurs réseaux de concepts. Alors, dans la préparation de ces ateliers-là, pour bien encadrer nos discussions, puis pour bien susciter les échanges, on a fait plein de lectures sur la pédagogie de la première session et on a décidé de faire des résumés de lecture sous forme de réseau de concepts. Donc là, vous voyez celui sur la relation pédagogique, mais il y en a sur tous nos thèmes. Alors, ces réseaux-là, ben, on va pouvoir les utiliser comme cadre théorique. Alors, ça va nous permettre là, d'aborder différents sujets en lien avec ces thèmes-là. Et pendant la session, au cours de laquelle on aura nos ateliers, ben, on va avoir un invité surprise. On va avoir un invité surprise, donc une personne qui fait de la recherche en pédagogie et qui va pouvoir venir se joindre à nous le temps d'un atelier pour justement discuter d'un thème. Alors, pour votre information, jusqu'à maintenant, nous avons reçu 6 personnes donc, qui ont eu la générosité là, de se joindre à nous, comme je vous le disais, pour le temps d'un atelier. Alors, je vais prendre le temps de vous les nommer. Donc, Séverine Parent, qui est venue nous parler d'engagement. Isabelle Cabot, qui est venue nous parler de motivation. On a abordé le sujet de la relation pédagogique avec Martine Saint-Germain. Steve Masson pour l'apprentissage en profondeur, Éric Richard qui est venu nous parler de la diversité des étudiants et Alisha Wisenji qui est venu nous parler de résilience académique. Donc, on va avoir une petite surprise, un invité spécial cette session-ci également. Donc, notre atelier d'aujourd'hui, maintenant qu'on comprend bien le fonctionnement, ben, on va tout de suite se lancer dans nos discussions en lien avec la pédagogie de la première session avec une petite activité brise-glace. Ça nous permettra ben, d'apprendre à se connaître puis de déjà entamer nos réflexions là, sur la pédagogie de la première session. Alors, je vous demanderai de réfléchir à comment vous étiez quand vous êtes arrivé au cégep. Quel genre d'étudiant étiez-vous? Et quel facteur a fait une différence pour vous en première session? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes resté, que ce projet-là de commencer des études collégiales s'est poursuivi au-delà de la première session? Puis, ben, je peux commencer en vous résumant ça très rapidement en 2 mots. Moi, j'étais une étudiante très motivée. J'aimais beaucoup l'école, mais au cégep, pas du tout engagée. Ce qui fait que ça a eu comme résultat que ben, j'ai foulé mon premier cours de maths. Ma réaction, hein, ça se peut ça. Moi, j'avais jamais eu d'échec. J'avais beaucoup de facilité à l'école. Fait que moi, je suis l'étudiante qui a frappé un mur en arrivant au cégep. Bon, évidemment, ça m'a découragée, mais jamais au point d'abandonner
parce que, puis c'est ça, je pense, le facteur qui a fait en sorte que j'ai persévéré, ben, c'est que j'avais vraiment un objectif clair, j'avais un but. Et j'ai aussi eu, puis je pense que c'est un facteur important parce que je m'en souviens, mon prof de chimie est venu me voir, puis parce que là, il m'entendait parler que je capotais parce que j'allais couler ma maths, puis qui me dit, tu sais, Valérie, tu as le potentiel pour les réussir, je le vois. Il faudrait juste que tu travailles un peu plus et un peu mieux. Fait que, il m'a mis sur la bonne voie. Il m'a vraiment soutenue. Puis de sentir que ben, j'avais un enseignant tu sais, qui croyait en moi, ça a joué dans mon cheminement. Fait que ça ressemblait pas mal à ça, Valérie Paquet en première session. Alors, j'aimerais vous laisser la parole maintenant, les participants, pour que vous puissiez nous dire quel genre d'étudiant vous étiez, puis quel facteur a fait une différence pour vous en première session. Alors, je laisserai la parole à Sandra, tiens. Oui. Donc, moi, quand je me suis inscrite au Cégep, initialement, je m'étais inscrite en comptabilité et gestion. Rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas un domaine qui m'intéressait vraiment. J'ai quand même continué pour accomplir mes cours de base et tout ça. J'étais le type d'élève, je dirais dans la moyenne, donc j'étais pas introvertie, j'étais pas extravertie. En ce qui me concerne, ce qui a fait la grosse différence, c'est quand je me suis inscrite en technique ambulancière, donc en soins préhospitaliers d'urgence. Rapidement, la matière, les gens et les enseignants ont fait une très grande différence. Entre autres, la proximité que je pouvais avoir avec mes enseignants et mes collègues de classe. Pour moi, ça a été un facteur clé là, du fait que j'ai continué mes études en soins préhospitaliers et qui a augmenté mon niveau d'engagement à moi par rapport à la technique là, que je suivais présentement. Parfait. Merci, Sandra. Je passerai maintenant la parole à Marie-Ève Charbonneau. Oui, moi, je résumerais ça comme j'étais une étudiante assez réservée, mais quand je connaissais mon environnement, je pouvais être un peu tannante quand j'avais des amis autour de moi. Sauf que à ma première session, je suis partie de Rouyn-Noranda. J'avais fait mon secondaire à Rouyn-Noranda et je suis allée dans un collège privé à Montréal. Donc, je changeais vraiment beaucoup de milieux. Je ne connaissais absolument personne. J'étais peut-être un peu naïve, bien heureuse parce que j'aimais beaucoup l'école. Je me suis inscrite dans un deck intégré parce que je n'avais pas de projet précis. Tout ce que je voulais, c'est découvrir. J'aimais les sciences, j'aimais aussi les sciences humaines, j'aimais les arts. Donc, ce programme-là me convenait parfaitement. Mais je suis rentrée sans but précis, sans connaître personne. OK. Donc, j'étais un peu flottante, mais rapidement, un deck intégré, il y avait juste un groupe ou deux. On était toujours les mêmes étudiants ensemble. J'étais en résidence, donc je me suis formée rapidement un petit groupe d'amis et on se supportait vraiment beaucoup dans les hauts, dans les bas. Fait que je dirais que le facteur principal qui a fait de mon expérience collégiale une bonne expérience, c'était vraiment le sentiment d'appartenance. Entre les étudiants, on s'entraidait en résidence, mais on s'entraidait aussi dans toutes nos matières. On se sentait dans le même bateau. Donc, puis les enseignants étaient près de nous aussi, étant donné qu'on était très peu nombreux là, dans ce cheminement-là. Donc, on était bien encadrés. Puis ça a développé comme un sentiment de famille, si on veut. Là. Donc, ça m'a tenu au cégep, puis ça m'a vraiment motivée à continuer à l'université ensuite. Ouais, je comprends. Merci, Marie-Ève. Bon, pour les besoins de la cause, là, on comprend que nos ateliers duraient normalement 2 heures. Là. Donc là, on a 1 heure. Je prendrai une troisième intervention, puis après ça, ben, on alternera pour permettre à tout le monde de parler. Donc, Marie-Ève, Dionne, rapidement, quel genre d'étudiante et quel facteur a fait une différence pour toi? Donc, ben moi, j'étais une étudiante très studieuse dans son affaire. Je voulais être pédiatre au départ, puis après avoir fait mes sciences en secondaire 5, j'étais comme, oh non, je ne ferai pas de la science de la nature au cégep. Donc, j'ai été vers les soins infirmiers, une technique quand même bien remplie. Ben moi, vraiment, le facteur, c'est que j'habitais chez mes parents, donc j'avais mes amis proches, mes parents, ça a été un réseau super, super important. Donc, c'est vraiment le facteur familial, social, je dirais, qui m'a
vraiment, vraiment aider, là. C'est difficile, les études en soins infirmiers. Puis au campus de Val-d'Or, on a une belle proximité avec les enseignants. C'est un petit milieu. Donc, tout ça a fait que j'ai super bien réussi puis j'ai poursuivi là-dedans. Oui, je comprends. Euh, donc, ce qu'on nomme là, ce que nous étions comme étudiants, les besoins que nous avions, puis les facteurs de protection qui ont fait en sorte qu'on est resté accroché à nos études collégiales, c'est pas si différent de ceux de nos étudiants actuellement. Je vous présente ici là, une série de besoins et de facteurs de protection là, justement qu'on a tirés de nos lectures là. Puis le besoin d'être sécurisé, bon, être informé, être outillé, être soutenu, trouver du sens, être stimulé, développement de compétences sociales, tu sais, vous l'avez nommé, c'était quelque chose d'important. Relations attentionnées aussi, c'est ressorti. Le développement de l'autonomie, ça, moi, j'en ai eu besoin. Présence de soutien, avoir des attentes positives élevées du milieu envers l'étudiant, tu sais, l'amener vraiment là, dans sa zone d'apprentissage optimale, là. Avoir le sentiment d'agir pour une cause vers un futur, la capacité à résoudre des problèmes. Donc, c'est une liste là, de facteurs de protection, là. Évidemment, il y en a d'autres, mais dans ce qu'on a nommé, qui a fait en sorte que ça a changé peut-être notre façon d'aborder la suite dans nos études collégiales, ben, ces facteurs-là sont venus jouer. Mais maintenant que nous sommes des enseignants, tu sais, est-ce qu'on en met en place des facteurs de protection? Parce on a cette possibilité-là quand on réfléchit à la planification de nos cours. Il y a toutes sortes de façons de planifier. Puis, est-ce qu'on en met en place des facteurs de protection intuitivement, fort probablement, mais est-ce que dans votre planification, vous réfléchissez, vous considérez les facteurs de protection, puis vous vous dites, ben moi, je vais faire ça comme ça parce que je souhaite, tu sais, placer ces facteurs-là pour justement aider les étudiants. Euh, tiens, Laurier, je te passerai la parole à toi maintenant. Est-ce que consciemment, quand tu planifies tes cours, tu mets en place des facteurs de protection? Ben, tu sais, j'enseigne que ce soit dans les programmes préuniversitaires ou les programmes techniques, mais particulièrement dans les programmes techniques, je crois que être développer l'autonomie très très tôt chez l'étudiant puis être attentionné très tôt, effectivement, c'est fondamental, là. Ça se joue beaucoup dans les 2, 3 premières semaines, l'organisation du travail, tout ça. Puis il y a un premier exemple qui me vient rapidement en tête là, que je fais dans à peu près tous mes cours dans les programmes Mm. techniques, c'est faire un premier examen très rapidement. Tu sais, je dirais même semaine 3 ou 4 là, de la session, qui va inclure les notions qu'on a vues depuis le début, où j'aurai donné des exercices quand même de révision, tout ça, tu sais, qui va vraiment bien cibler cet examen-là, les attentes du cours, donc ce à quoi je m'attends là, du niveau de l'étudiant. Et là, ben, avec les résultats de cet examen-là, je vais aller rencontrer après personnellement, tu sais, l'ensemble des étudiants qui ont eu, par exemple, en bas de 70% au test. Fait que je vais les rencontrer. Ça prend quand même un peu de temps en début de session faire ça, mais c'est du temps, je dirais, qui est très, très bien investi parce que c'est payant par la suite, le fait qu'on les a rencontrés un à un. Ils sentent qu'on se préoccupe là, d'eux, de leur réussite. Puis après ça, ben, on leur dit, OK, tu sais, comment t'expliques ça, que tu as eu, par exemple, 50 dans ton examen? Fait que là, l'étudiant donne son explication. Et là, après ça, on va mettre en place là, des éléments qui vont pouvoir venir, dans un monde idéal, là, corriger la situation, puis venir rétablir là, finalement le lien là, entre l'étudiant et le cours, les attentes qu'on a par rapport au cours. Ben, tu sais, peut-être que pour lui, il ne s'attendait pas à ce que ça soit si dur que ça, l'examen. Il ne pensait pas qu'il y avait à faire autant d'exercices, tout ça. Mhm. Fait que peut-être planifier des rencontres hebdomadaires avec ce jeune-là qui a plus de difficultés, quel que soit le correctif à apporter, ben, l'apporter tôt, tôt dans la session, pas attendre que ça soit en milieu de session. Ouais, ou là, ça peut faire mal parce qu'une évaluation aurait une plus forte pondération. Ouais, Exactement. effectivement, un bon truc. Est-ce que, tiens, Sandra, est-ce que de ton côté, quand tu planifies tes cours en SPU, est-ce que tu réfléchis à ça, mettre en place des facteurs de protection? Puis si oui, comment? Oui,
Tu peux-tu revenir en arrière, Valérie, sur les Bien facteurs sûr, de protection? oui. Oui, donc moi, initialement, c'est sûr et certain que je vais essayer d'avoir une relation un petit peu de proximité parce que, tu sais, comme je l'ai dit tantôt, ça a été un facteur décisionnel pour moi. Donc, c'est très important que mes étudiants ils sentent dès le départ que je suis vraiment là pour eux autres, qu'à n'importe quel moment, ils peuvent m'envoyer un message, on peut rentrer en communication avec moi. J'ai du temps aussi à leur accorder si jamais ils ont des problématiques. Donc, je dirais vraiment que la relation que je vais développer initialement, c'est très important pour moi. J'aime aussi faire en sorte de refléter un peu comment j'étais au cégep. Donc, souvent, je fais le reflet de, tu sais, moi aussi, j'ai déjà été étudiante, j'ai déjà été assise à votre place. Je sais c'est quoi. Donc, j'essaie vraiment de les sécuriser le plus possible. En soins Mm. préhospitaliers d'urgence, on se retrouve avec des gens qui ont jamais eu de bagage au niveau des soins de santé. C'est un peu en fait, c'est ma situation à moi aussi. Donc, je veux vraiment apporter cette atmosphère-là de sécurité chez l'étudiant. Donc, tout au long de la session, je vais vraiment insister sur le fait que je suis présente pour eux. À toutes les fois que je fais des activités d'apprentissage avec mes étudiants, je vais toujours aller valider leur compréhension avec un Kahoot, par exemple, des PowerPoint interactifs, des questionnaires. Donc, j'essaie de varier beaucoup pour aller chercher le maximum d'intérêt de tous ces étudiants-là qui, au final, sont très différents. Ah oui, tout à fait. Puis, tu sais, tu l'as nommé, là, puis je fais du pouce là-dessus, c'est qu'on a souvent le réflexe de mettre en place ou d'enseigner ben, en fonction de l'étudiant qu'on était. Tu sais, on se souvient de ce qui marchait pour nous, ce qui était payant pour nous. Mais effectivement, on est tous différents. Tu sais, nos étudiants sont tous différents. Donc, d'avoir ce souci-là de dire, ah ben, OK, moi, intuitivement, je mettrais ces facteurs de protection-là en place, mais il ne faut pas que j'oublie que mes étudiants, ben, sont différents, puis peut-être qu'il y a d'autres facteurs de protection auxquels il faudrait que je pense. Bon, je sais que Marie-Ève Charbonneau, on va te faire parler plus tard de ton projet, donc je compléterai ce tour de table-là avec Marie-Ève Dionne. Donc, Marie-Ève, toi, des facteurs de protection que spontanément ou que consciemment tu mets en place dans ta pédagogie? Oui, bien, il y a quelques facteurs. Tu sais, nous, on essaye en soins infirmiers d'organiser rapidement une activité d'accueil qui permet d'intégrer vite nos étudiants. Ben oui, tu sais, dans ma classe, mais aussi à savoir, tu sais, qu'il y a des étudiants de 2 puis 3e année qui Ouais. peuvent aussi se référer puis qui ont qui ont le même cheminement qu'eux. Donc, ça peut être des bonnes références. Fait qu'on organise rapidement, là, c'est les 3e années, en fait, là, puis je les chapeaute, organise une activité pour mes étudiants de première année, donc pour les intégrer, il y a différentes activités. Cette année, c'était sous forme de jeu d'évasion. Donc, c'est super le fun, puis ça permet, tu sais, rapidement de tisser des liens. Fait que l'aspect réseau de soutien euh, se met comme rapidement en place. Sinon, en classe, j'aime beaucoup utiliser, tu sais, un peu des exercices où j'essaie de les rattacher au milieu qui vont travailler. Fait que c'est assez concret, là, surtout en soins infirmiers, c'est possible de le faire, mais avec des mises en situation de ce qu'ils vont avoir à faire sur le terrain. Donc, ça amène un Ça donne volet du qui est peut-être. sens. Oui, exactement, ça donne du sens. Ça amène un volet, tu sais, qui est vraiment plus concret pour eux. Puis là, c'est sûr qu'on est en pédagogie de première session, fait que, tu sais, les relations attentionnées, tu sais, des fois, je me sens comme leur petite mère, là, un petit peu, mais le but, c'est sûr que c'est de développer l'autonomie éventuellement. Mais, tu sais, en début de session, tu sais, j'essaie de bien placer différents outils. Je fais venir dans ma classe le service psychosocial, l'API. Tu sais, je présente vraiment toutes les ressources pour que, tu sais, oui, je t'attentionne, mais on va vers, tu sais, éventuellement l'autonomie puis qu'ils puissent s'y référer là, en cas de besoin. Oui, parce que si un des défis, c'est le développement de l'autonomie, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il ait cette autonomie-là dès le départ. Donc, puis de ce que je comprends, c'est une super bonne idée de faire venir des représentants des différents services parce que s'ils viennent en classe, ben, tu sais, on amène dans le fond les services à eux, donc ça nous permet de bien les informer finalement, fait que ça répond clairement à un autre besoin. C'est une super bonne idée. Donc, est-ce que, Marie-Ève, vas-y, on a quelques minutes encore, Charbonneau. Est-ce que tu veux nous partager les facteurs de protection que tu mets en place?
Tout à l'heure, j'ai dit que j'ai changé de milieu quand Oui. j'ai décidé d'aller au Cégep à Montréal. Et puis, je me rends compte aujourd'hui, comme enseignante, souvent, j'ai à cœur de les sécuriser, puis de donner du sens aussi à ce qu'on fait, parce que moi, j'en avais pas de projet précis. J'avais la chance d'aimer l'école, puis d'être quand même engagée. Mais je pense que j'étais capable aussi de voir, même si je ne voyais pas à long terme à quoi ça pouvait servir, tu sais, j'aimais apprendre. Mm. Donc, je pense que j'ai à cœur, parce que j'enseigne beaucoup en tremplin deck, là, de les sécuriser en les situant dans la session, tu sais, de rappeler la différence. On n'est pas au secondaire. Au secondaire, on a jusqu'en juin, une session, ça va plus vite. Donc, de les référer souvent au plan de cours, de mettre ça concret, de dire on est rendu où dans la session. Puis je le fais quand même régulièrement pour rattacher les contenus, puis démontrer, bon, ben on a vu ça, mais on s'en va vers ça. Puis des fois, ben, souvent, en fait, de faire des liens avec plus tard sur le marché du travail. Parce que le cours que j'enseigne, c'est beaucoup de la méthodologie, de la gestion de temps. Mais moi, j'y crois, c'est nécessaire au cégep, mais c'est aussi nécessaire une fois sur le marché du travail. Fait que ça, je le rappelle souvent. C'est sûr que j'ai été conseillère d'orientation aussi, donc je suis teintée là-dedans. Mais je pense sécuriser puis de donner du sens, c'est probablement là, ce que Qui je caractérise pense le qu'au plus. oui, je pense qu'au début, c'était consciemment. Maintenant, ben, je vois que ça peut quand même faire une différence, là. Donc, Oui, je comprends. Merci pour vos partages. Je pense, Mireille, qu'il y a des petites questions qui ont Oui. été posées dans le chat. Donc, on pourrait clore notre petite simulation avec ces beaux partages-là, puis permettre à Nicole là, de nous partager les questions afin qu'on Oui, puisse y répondre. oui. Alors, il y a Caroline Payan qui pose la question, est-ce que vous avez visé un programme en particulier lors des ateliers? Est-ce que la formation générale y a participé, un département au complet ou bon, comment tout ça, ça s'est organisé? On n'a pas ciblé de département au complet, puis on cherchait 4 à 5 participants, dans le fond, par session. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas pu avoir tous les départements, mais la formation générale a bien participé. On a eu la philo, on a eu l'anglais, on a eu l'éducation physique, on a eu quelques profs de littérature aussi qui se sont joints à nous. Fait que c'était vraiment super diversifié, là, comme implication par les enseignants. Une affaire qu'on n'a pas dit aussi, c'est que c'est un projet qui s'étalait, puis c'était déjà décidé en partant sur 3 ans. Fait qu'on savait qu'on avait 3 ans pour aller sélectionner le plus de départements possible, le plus de programmes possible. Fait que je ne sais pas si ça répond complètement à la question, Nicole. Je demanderai à Caroline si elle a une question, si elle veut des précisions. Bien sûr, elle pourra poser une autre question. Merci. Il y a Dominique Trudel qui dit, je ne suis pas certaine d'avoir bien compris, c'était quoi la libération qui était associée là, aux enseignants? Quelle libération obtenaient-ils là, pour suivre ce perfectionnement-là d'une certaine façon? Alors, c'est une libération de 4 dossiers pour chaque enseignant qui s'étalait sur une session. OK. Une libération de... 4 dossiers. De OK. charge individuelle. Je ne sais pas si quand je parle, tout le monde est à l'aise. J'imagine OK. que oui, là, mais. Oui, parfait. Merci. Les projets, est-ce qu'ils sont rattachés, d'après ce que je vois, oui, mais bon, il y a Anno qui demande, est-ce que les projets sont rattachés à des études en pédagogie? Bien, en fait, ce qu'on faisait, c'est que le professeur, nous, on avait fait un endroit où on avait déposé beaucoup de nos lectures, des coups de cœur qu'on avait trouvés. On essayait de trouver des textes qui étaient rapides, punchés. Puis avec le soutien de la conseillère pédagogique aussi, en soutien à l'enseignement, bien, on pouvait, dans le fond, accompagner pour que le projet soit le plus validé possible. Si la question, c'est est-ce qu'on faisait une étude en fonction de pré-réussite avant, et modification, puis après ça, mesurer les impacts, on n'est pas allé jusque-là dans le cadre de notre projet. Il y a Dominique Trudel aussi qui ajoute, puis je suis très d'accord avec elle, quelle brochette d'invités vous avez eu. Vous avez eu des invités de marque. Quel était le budget institutionnel? Est-ce que ces invités étaient, en guillemets, réservés uniquement à la communauté ou les autres enseignants intervenants du sujet étaient-ils invités? Comment ça se passait tout ça?
Bon, je vais essayer de répondre à toutes les questions. Si j'en oublie, vous me le dites. Au niveau du budget, c'est la libération pour les animatrices, dégager les conseillers pédagogiques parce que j'ai parlé de conseillère pédagogique au soutien à l'enseignement, mais il y avait aussi une conseillère pédagogique aux technologies de l'information puis des communications pour le produit de communication. On avait un budget aussi qu'on prévoyait utiliser pour nos intervenants, mais en toute authenticité et transparence, chacun des intervenants est venu refuser d'être payé parce que, dans le fond, ce qu'on leur disait, c'est est-ce que ça vous tente de venir parler d'un sujet qui vous passionne avec des gens passionnés? Vous n'avez rien à préparer. Nous, on prépare les questions, puis on va discuter ensemble. Fait que finalement, dans leur rôle respectif, souvent d'enseignants à l'université ou au collégial, ben, ils sont tous venus de façon, je vais dire, gracieuse, partager ça avec nous. Et c'était réservé à nous. Fait qu'il y avait les conseillers pédagogiques, si vous voulez, qui pouvaient se joindre, mais c'était vraiment comme un bonbon pour les participants. Mais après ça, on faisait une communication à l'ensemble pour dire on a reçu telle personne, elle nous a parlé de telle chose et voici des liens pour aller chercher des informations par rapport à cet invité qu'on avait reçu. Là, c'est peut-être un apéro à une préparation à ce qui va suivre, mais effectivement, chacun, d'après ce que je voyais au début de la présentation, avait comme un projet, ce que j'aimerais pouvoir faire ci, j'aimerais pouvoir faire ça. Comment ça s'est prolongé, tout ça? Est-ce qu'il y a des réalisations qui ont été faites? Comment ça s'est déroulé, la suite des choses? Ben, Ben, effectivement, on peut-être, a... Ah, Mireille, que, ben, en fait, ce que j'allais dire, c'est que cette question-là, je pense que avec la suite de l'atelier, ça va en partie y répondre, si j'ai bien compris. Fait que je te repartage le diaporama. effectivement, je ne sais pas si Nicole, tu voulais qu'on aille vers d'autres questions, mais peut-être qu'en continuant, justement, on pourrait donner un exemple de comment ça s'articulait pour la suite des choses. Il n'y a pas En d'autres continu- questions. Ah, on va Bon, continuer la présentation, puis on va essayer d'y merci. répondre au travers Merci. de la suite. Donc, Est-ce- dans le fond, OK, oui, je voulais juste Valérie, être certaine que mon partage d'écran fonctionnait. pour l'instant, je ne le vois pas. Oh, partager, partager. Ah, là, ça fonctionne. Super. Donc, tu sais, si je résume, libération de 4 de CI pour participer à des ateliers, qui est une communauté d'apprentissage dans lesquels les gens vont partager. Donc, on n'était pas, ça c'est intéressant aussi à savoir, on n'était pas dans un modèle, nous allons vous former. Plutôt, nous vous donnons des outils, nous allons créer des opportunités pour qu'on puisse réfléchir sur notre pédagogie et faire des changements. On avait un projet pédagogique personnel pour chacun des participants et accompagné d'une conseillère pédagogique soutien et un produit de communication parce qu'on veut nourrir la culture qui était développée en accompagnement, dans le fond, avec une conseillère pédagogique. Et là, vous êtes curieux, curieuse. On pourrait vous donner un exemple de projet pédagogique personnel. Fait que je vais inviter Marie-Ève Charbonneau à nous présenter brièvement, bien évidemment, son projet. Je vais faire un court résumé, puis tu pourras compléter, Mireille, si jamais j'oublie quelque chose de pertinent. Mon projet pédagogique, quand je me suis inscrite au projet pédagogique de première session, j'avais en tête mes étudiants de tremplin DEC. J'enseigne parfois là, dans d'autres programmes. Là. Je n'ai pas juste le cours de tremplin DEC, mais en tremplin DEC, ce sont des étudiants de première session, autant à l'automne que très souvent l'hiver aussi. Et dans ce cours-là, un gros morceau, c'est la recherche documentaire. C'est une recherche ayant comme prétexte là, de voir comment on fait ça, un travail au cégep. Donc, il y a beaucoup de métaux. C'est pas un sujet que je trouvais... je trouvais ça difficile à présenter parce que au premier abord, les étudiants n'étaient pas très peu motivés là, quand ils voyaient ce thème-là dans mon plan de cours. Et c'est quand même un gros morceau de la session. Je pense qu'on passe un mois sur la recherche documentaire parce que je leur parle de sources, je leur parle de plans, je leur parle de normes de présentation. Donc, je ne trouvais pas que c'était un sujet très sexy versus le stress, la motivation.
Donc, j'avais besoin de penser à comment présenter ça pour que ça soit intéressant puis que les étudiants se sentent engagés. Parce que je trouvais que mes étudiants étaient très peu engagés, assez passifs, parfois très stressés quand je leur parlais d'un long texte à écrire. Puis souvent, ils se sentaient peu compétents ou outillés parce que ils arrivent du secondaire, puis souvent, ils me verbalisaient assez clairement que c'est la première fois qu'on leur demandait un aussi gros travail. C'est aussi l'épreuve finale du cours, donc le 40% leur faisait assez peur. Donc, mon objectif avec mon projet, c'était vraiment de les stimuler malgré la peur qu'ils avaient là, quand je leur parlais de recherche documentaire. Je voulais les stimuler, je voulais les outiller d'une manière différente que simplement déposer des documents sur Omnivox, par exemple, ou sur Teams. Je voulais que mes documents soient utiles, mais aussi attrayants à consulter, puis qu'ils aient le goût aussi de bien les utiliser. Je voulais aussi, dans les facteurs de protection, là, donner le plus de sens possible à ma recherche en leur montrant que oui, au cégep, on a peut-être ce style de travail-là à faire, mais ce n'est pas juste parce qu'on est au cégep. Dans la vraie vie, puis je l'ai dit tantôt, moi j'ai à cœur de donner du sens. Je trouve que dans la vraie vie, la recherche documentaire, ça prend toutes sortes de formes. Donc, j'avais à cœur d'essayer de leur montrer ce sens-là. Donc, dans mon projet, là, comment articuler tout ça? J'avais dit à Mireille et Valérie que je voulais faire des petites actions. Je voulais pas juste une seule grosse chose. Je voulais des petites actions qui, des fois, à première vue, mon réflexe était, c'est peut-être pas assez pour un projet. Puis souvent, on me rassurait en me disant, non, tu peux l'intégrer, puis je voulais aussi que ça perdure. Je voulais pas que ça soit, parce que je suis libérée 4 de CI, que là, c'est une fois pour que j'ai l'air d'avoir fait un beau projet puis que je ne puisse plus le réutiliser. Donc, j'ai fait des petites actions, puis là, je vais vous donner des petits exemples. Pour que mes étudiants se sentent moins seuls là, dans ce gros projet-là, j'ai décidé de faire des étapes en équipe. Parce qu'en tremplin deck, ils n'ont pas le sentiment d'appartenance qu'on peut retrouver dans d'autres programmes, là. Donc, je les ai jumelés. C'est sûr que des fois, j'avais des réactions négatives, mais j'expliquais le pourquoi puis qu'est-ce que ça peut donner. Puis je me suis rendu compte avec le temps que c'est vraiment gagnant. Mes étudiants développent plus d'appartenance, ils s'entraident entre eux, ils se posent des questions, puis j'ai même observé que les étudiants s'assoient ensemble, alors qu'au début de la session, ils sont souvent assis seuls à leur table. Puis là, c'est facile pour moi d'en parler parce que présentement, je suis là-dedans. Puis j'ai refait la même chose, puis j'ai vu déjà des changements là, dans l'appartenance, le sentiment d'appartenance en classe. Donc ça, c'était une des actions. Évidemment, la rédaction est individuelle. J'ai aussi utilisé la salle technopédagogique. Dans notre cégep, on a une salle qui était au départ peu utilisée. Maintenant, elle est plus utilisée, je trouve. Il faut que je la réserve d'avance. Mais c'est une salle avec des écrans interactifs, des îlots aussi. Bon, fait que là, on a des ordis, c'est très bien équipé. Les étudiants, ils sont toujours impressionnés la première fois quand ils voient la salle. Donc, ça les motive aussi, puis ça permet de travailler en équipe puis d'avoir des temps vraiment plus en action versus passif à m'écouter, donner les instructions puis la méthodologie. Et puis, j'ai ajouté aussi à travers ce projet-là une rétroaction. Je voulais varier mes rétroactions. Je ne voulais pas juste des rétroactions écrites ou juste en groupe ou juste individuelles. J'ai fait différents styles de rétroaction et j'ai testé la rétroaction vidéo. Je ne voulais pas que ça soit lourd. Je voulais que ça soit... je faisais une seule prise, une courte vidéo, 5 minutes max. Mais les étudiants ont vraiment aimé ce style de rétroaction-là. J'ai eu des commentaires. Il y en a qui ont écouté ma vidéo. Il y en a une, elle m'a dit, j'ai presque pleuré en regardant ta vidéo. Je ne pouvais pas laisser de côté les améliorations que je peux faire à ma recherche. Donc, parce que les étudiants ont une deuxième remise là, pour cette recherche-là. Donc, ça les a stimulés à améliorer leur recherche puis à s'engager davantage. La rétroaction vidéo, même si parfois ça semble lourd, je l'ai gardée spécifiquement pour mes étudiants de tremplin deck. J'avais quelques autres actions, là, mais je pense que ce sont les principales pour mon projet pédagogique.
Merci, Marie-Ève. Tu nous donnes un bel exemple de comment concrètement ça peut s'appliquer, comment on peut voir des impacts rapidement même de ces interventions-là. Fait que le projet de Marie-Ève avec les autres projets sont déposés sur, là, vous voyez un exemple, notre blog de pédagogie de première session. On informe tout le monde qu'on a une nouvelle publication, puis on invite les gens à aller les voir. Puis, comme je disais tantôt, on cherche à être attrayant, susciter de l'intérêt. Fait que des fois, ça peut être un géniali, des fois, ça peut être, on a une bande dessinée qui a été faite, on a des vidéos qui ont été faites aussi. Il y a même une genre d'animation qui reproduit un livre. Fait que on essaie de respecter la personnalité de chaque enseignant. Chaque enseignant choisit son produit de communication, mais on veut que ça puisse être communiqué, dans le fond, à l'ensemble des gens. Il y a d'autres façons aussi où on les communique, mais on en parlera un petit peu plus tard. Ce que je vais vous parler, c'est que je regarde le temps. Ce qu'on veut, c'est développer une culture de pédagogie de première session. Puis là, on va se le dire, tu sais, développer une culture, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un défi qui est quand même ambitieux. Fait qu'on savait que ça allait nous prendre du temps. On savait que ça allait nous prendre aussi la concertation entre des acteurs qui sont motivés. Fait que ce qu'on veut vous présenter maintenant, c'est les différentes étapes qui nous ont amenés, puis ce qu'on entrevoit pour le futur, parce que nous, on voit ça comme un processus. On n'a pas l'impression de dire on a travaillé pendant X années et voilà, c'est terminé, tout le monde est sensibilisé. On voit ça vraiment comme un processus qui doit s'étaler sur le long terme. Fait que ça a commencé en 2017 quand il y a eu une décision institutionnelle. Tu sais, ça prend un patron qui dit, nous, on décide de prioriser la pédagogie de première session parce qu'on en voit le sens, on pense que ça peut aider puis soutenir, comme je le disais au début, la réussite et la diplomation. Par la suite, Valérie. C'est à l'hiver, donc 2018, donc après cette décision de la direction de valoriser, donc de développer cette culture-là, que le premier comité de pédagogie de première session a été formé et le mandat qu'on avait donné à ce comité-là, formé par plusieurs enseignantes, c'était de développer des outils pédagogiques dans le but de soutenir les enseignants. Alors, à la suite de ça, ce comité-là, on a développé le blog, on a développé des capsules, on a fait une recension de documentation, on a commencé à faire justement des capsules à placer sur le blog, mais on a aussi monté des ateliers, on les a offerts au département, au programme, et nous, en janvier, on a ce qu'on appelle les journées pédagogiques, qui est comme un mini-colloque qu'on organise à chaque année dans notre collège. Fait qu'on a animé aussi un atelier, entre autres, sur le besoin de sécuriser nos étudiants qui arrivent en première session. Et c'est à l'automne 2019 que, dans le cadre d'un projet stratégique, un projet de 3 ans, que nous avons créé et implanté la communauté d'apprentissage dont on vous parle aujourd'hui, la communauté d'apprentissage donc qui impliquait l'appel de candidature avec des participants qui venaient pour une session, faire partie de cette communauté-là, participer aux 10 ateliers et développer leur projet pédagogique personnel en parallèle. Alors, c'est à l'hiver 2024 que nous avons eu pour une dernière fois donc ces ateliers-là avec des participants. Puis, ben, la suite, ben, évidemment, comme Mireille le disait, ben, c'est pas terminé. Donc, on réfléchit présentement à de quelle façon. Ben, c'est sûr qu'on peut continuer à alimenter notre blog, évidemment, faire rayonner les projets des enseignants, les projets qui ont été faits. Donc, ils sont sur le blog, mais tu sais, des fois, on oublie d'aller les consulter. Puis, on dirait que c'est en entendant parler que des fois, on se dit, ah, tel prof a fait telle affaire. Ah, Colin, peut-être que je pourrais faire ça moi aussi. Donc, continuer à les faire rayonner, réfléchir à de nouvelles activités, pédagogiques, sociales, ou, tu sais, mêler nos activités sociales avec du pédagogique. On réfléchit à toutes sortes de choses. Bref. Effectivement. On est vraiment contente de ce volet-là. Fait que ce que j'aimerais dire, dans le fond, c'est que l'implantation de notre communauté d'apprentissage, ça nous a permis de tenir, 6 sessions d'atelier. On a réussi à rejoindre 15 départements différents. Ça l'a permis à 23 projets pédagogiques d'être créés, d'être testés auprès de nos étudiants, mais ça l'a amené aussi autre chose. N'est-ce pas, Ouais. Valérie? Ben, c'est ça. C'est qu'au départ, l'objectif était vraiment
par ce projet-là de contribuer au développement d'une culture de pédagogie de première session. À la fin de chacune des sessions, on demandait aux participants, évidemment, de compléter un bilan, faire un bilan avec nous, à savoir si ça répondait à leurs attentes et tout ça, puis ce que ça leur avait apporté. Puis on a réalisé que les impacts sur les enseignants étaient très positifs. Nos collègues nous ont partagé que de parler de pédagogie, d'avoir à chaque semaine une plage horaire réservée justement à leur horaire pour parler de pédagogie, ça faisait du bien. Et le fait que au sein de cette communauté-là, ben, c'était des enseignants de différents départements. Puis là, ben, vous avez compris qu'au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, nous sommes sur 3 campus. Fait qu'il y a plein d'enseignants qui se joignaient à cette communauté-là qui ne se connaissaient pas. Alors, de parler de pédagogie avec des collègues qu'on apprend à découvrir, puis qui ne font pas partie du même département que nous, ni du même programme, ben, ça libère des voix. Ça devenait comme une espèce de safe space, cette rencontre-là. Et ça permettait aux gens, en toute liberté, là, de partager leurs bons coups, leurs moins bons coups, ce qu'ils essayent en pédagogie. Puis, ça a fait en sorte que c'était très enrichissant pour chacun de nous. Moi, j'y ai participé comme co-animatrice, mais évidemment, j'y participais en tant qu'enseignante aussi. Là, je mettais mon chapeau de prof, puis ça a été très, très riche comme échange. Il y a des enseignants qui nous ont dit que c'était leur bonbon de la semaine. Il y en a effectivement qui nous ont parlé de briser l'isolement, que c'était vraiment super important. C'est intéressant de savoir qu'il y en a qui nous ont dit que ça leur donnait le courage d'expérimenter. C'est comme si d'être confronté aux idées des autres, puis d'entendre, ah, cette personne-là a essayé telle chose. Hein, moi aussi, peut-être que je peux changer mes façons de faire. On a trouvé ça vraiment, vraiment intéressant d'entendre ce commentaire-là. Ça a nourri leur motivation, ça a nourri leur engagement par rapport à l'enseignement, puis dans leur passion d'enseigner. Fait que, tu sais, c'est super intéressant de se dire que oui, parler de pédagogie, c'est utile, c'est pertinent, c'est motivant et c'est bon pour nos étudiants, mais on réalisait que les besoins qu'on a nommés pour nos étudiants, ben nos profs aussi ont les mêmes besoins. Et ces besoins-là, dans le fond, de faire ce projet-là nous permettait de travailler à ces deux niveaux-là, soutenir nos étudiants, mais aussi soutenir la motivation, l'engagement de nos enseignants. Fait qu'on est vraiment contente d'avoir participé à ça, puis on trouve que, je vais parler pour Valérie et je parle pour Claude aussi, on a trouvé que c'était un privilège de pouvoir animer et participer à cette belle aventure. Fait que ce qu'on veut faire en terminant, c'est qu'on veut évidemment remercier notre organisation qui a cru là-dedans, qui a investi des ressources, qui a permis, dans le fond, que tous ces gens-là se coordonnent et travaillent ensemble. On veut remercier toutes les personnes impliquées. On veut remercier tous les participants qui se sont engagés dans le processus. Puis on voulait aussi vous remercier de votre intérêt, de votre écoute par rapport à ce projet-là. Puis si vous avez des questions, là, vous avez nos noms. Vous savez qu'on est au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Il y en a des questions. Il y en a. Il y en a, on va en prendre d'autres. Puis c'est ça, on voulait vous dire que vous êtes les bienvenus à poser vos questions. Voilà. Nicole, c'est à toi. Oui, c'est un beau projet, tant et si bien que Dominique Trudel, en fait, pose 2 questions. Est-ce que votre blog PPS est public? Ah, c'est une excellente question. Malheureusement, non. Et la raison en est qu'on fait référence à des modèles théoriques. Entre autres, les besoins, là, ça vient d'un modèle qui avait été publié par le Carrefour de la réussite. Puis quand on a demandé si on pouvait l'utiliser, c'était important qu'au niveau des droits d'auteur, qu'on le diffuse à l'interne, mais qu'on n'allait pas tout diffuser à l'externe. Fait que pour cette raison-là, je suis désolée, notre super blog, il est pas public. Il y a Dominique, c'est malheureux, ça aurait été le fun de voir ça. Le Carrefour de la réussite, donc Dominique dit aussi, le Carrefour de la réussite de la Fédération des cégeps fait actuellement une recension, une sélection de pratiques à impact élevé, évaluées là, selon des critères précis. Est-ce que votre communauté pourrait aider à identifier, à évaluer de telles pratiques au sein de votre cégep? C'est super intéressant comme question, puis je sais exactement de quoi il est question. Tu sais, nous, on a fait des sondages auprès
de nos participants. Donc, on a un peu de données. Fait que moi, je le mettrais dans les pratiques prometteuses. Je suis pas convaincue qu'on est capable de dire que c'était un processus qui permettrait d'en faire une pratique validée, donc avec un protocole un peu plus sérieux. Fait que c'est sûr, si ça peut inspirer, puis s'il y a le volet prometteur, tant mieux. Mais on n'avait pas prévu le soumettre dans les pratiques validées parce qu'on trouvait que peut-être notre processus peut-être répondait pas nécessairement 100% aux critères associés à ce répertoire. Il y a Anouk Laporte en fait, je vais le mettre dans le chat aussi, qui dit que dans le cadre d'une maîtrise en pédagogie, je parcours innovation, elle a expérimenté le co-développement avec les milieux de stage. Les impacts que vous abordez sont similaires. Vive les communautés de pratique et elle vous remercie pour votre présentation. Oh, merci. Quelle belle façon de clôturer cet atelier, ce webinaire. C'était intéressant. J'ai bien aimé entendre les témoignages de vos collègues aussi. Je ne tenais qu'à vous féliciter pour tout vos travail. Et si d'ores et déjà, des gens sont prêts à participer au formulaire d'appréciation, je place le lien dans l'espace de clavardage. Ça sera pas long. Je le mets ici. Et voilà. Et je vous dis, ben, à la prochaine, tout le monde. Il n'y a plus d'autres questions. C'est correct comme ça. Alors, ben, je vous remercie beaucoup. Alors, c'était vraiment inspirant et je vous dis, ben, à la prochaine et au plaisir de vous revoir. Merci. Je vais laisser quelques secondes pour permettre aux gens ceux et celles là, qui ont le goût de mettre leurs petits commentaires dans le chat, de pouvoir le faire, mais ça a été vraiment très bien. Merci beaucoup, Nicole. Mireille, merci bien sûr Merci. aux enseignantes et à l'enseignant de votre collège. À bientôt.